Ça y est, on est le 31 décembre 2025. Encore une année qui se termine et j'avais envie de vous faire un petit récap de mon année. Mais plutôt que de vous raconter un peu ce que j'ai vécu cette année, puisque je vous l'ai déjà expliqué pas mal de fois, puisque j'ai fait pas mal de vidéos d'update, etc. J'avais plutôt envie de vous faire un format que je vois souvent sur les réseaux et que j'aime beaucoup. Et ce format, c'est les leçons que j'ai apprises cette année. Donc je rentre directement dans le vif du sujet. C'est sûrement une liste qui n'est pas exhaustive. J'ai choisi les 10 qui me sont venus en premier. Je pense que c'est sans doute les plus importantes. Je sais qu'il m'en viendra d'autres par la suite, mais en tout cas voilà, je vais me concentrer sur celle-ci. La première leçon que j'ai apprise cette année, c'est que ce n'est pas un échec de reporter les choses à plus tard. Je parle pas de procrastiner en se disant oui, je travaillerai demain parce que là j'ai encore envie de jouer ou de traîner sur mon téléphone ou je ferai le ménage après, etc. Je parle pas de la procrastination sur des petites choses, je parle vraiment des gros projets. Alors en fait c'est un peu une leçon à double tranchant parce que d'un côté, se dire ça, c'est aussi un truc qui peut servir d'excuse. Par exemple, moi j'ai toujours voulu écrire des livres, j'ai un projet de roman que j'ai depuis que je suis ado et quand j'en parle, en fait ça peut donner l'impression que je me cherche un peu des excuses et je pense qu'il y a à la fois une part de vérité et en même temps je sais que mes raisons sont bonnes. C'est-à-dire que vraiment pour moi l'écriture c'est un projet auquel on se consacre pleinement, il faut vraiment avoir l'espace mental et l'énergie de se consacrer corps et âme à un roman et pour moi c'est pas un truc que je veux faire en side alors que je suis déjà surmenée avec plein de projets. C'était pas question de le faire en même temps que je faisais à la fois mon travail d'indépendant plus mes études en philo plus ma chaîne YouTube, etc. etc. Et aussi, pourquoi je l'ai pas fait quand j'étais ado, etc. Même si j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est parce que je me rendais compte à l'époque que j'avais pas la maturité émotionnelle, l'expérience de vie suffisante pour le faire. Et je crois qu'au fond de moi, j'avais vraiment envie que ma plume soit mature pour me lancer dans ce projet qui me tient tellement à cœur. Je sais aussi que le premier livre qu'on écrit, ça doit pas être le meilleur livre de notre vie, qu'il faut bien commencer avant tout, c'est important de se jeter à l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre sur le shadow work en 2021, parce que le but c'était aussi voilà, de me prouver que je pouvais écrire, que je pouvais mener un projet de A à Z. Et ça me mettait un petit peu sur les rails du monde de l'écriture. Mais clairement, écrire un roman, c'est un travail de toute autre ampleur. Et je pense qu'on peut pas tout faire en même temps dans sa vie. On peut pas se consacrer à tous ses rêves en même temps. Il y a des choses qu'on est obligé de reporter. Donc là, je vous ai parlé de l'écriture, mais ce qui m'a vraiment fait réaliser ça cette année, c'est tout simplement au sujet de mon mariage. Parce que, comme vous le savez peut-être, si vous aviez vu la vidéo en 2023, mon copain m'a fait sa demande de fiançailles en novembre 2023, le jour de mon anniversaire. Et il s'est écoulé quand même pas mal d'années. À la base, on avait prévu de le faire en 2026 pour se laisser vraiment le temps. On se mettait pas la pression de devoir se marier dans l'année qui suit. C'était surtout voilà, le bonheur d'être engagé, d'être fiancé. Et je me dis autant faire durer ce bonheur parce que c'est vraiment... c'est aussi quelque chose de très beau, je trouve, le statut de fiancé. Et surtout, j'avais vraiment envie de me sentir prête pour le mariage. J'avais envie qu'on ait les moyens financiers, l'espace mental et que tout soit vraiment adéquat pour organiser le mariage de nos rêves. Sauf que, du coup, 2026, c'est tout bientôt et donc il fallait organiser le mariage cette année. Et en fait, je ne me sentais tout simplement pas prête. J'ai envoyé quelques emails, mais il y avait une résistance en fait. Je sentais que j'étais pas prête. Et c'est pas le statut de mariée pour lequel je suis pas prête, mais c'est parce que l'événement que j'ai en tête, l'événement que je veux organiser, je veux vraiment qu'il soit parfait. Et là, je me sentais pas l'espace mental, la capacité et... Enfin, je me sentais juste pas capable en fait d'organiser ça pour le moment. Mon copain était complètement débordé aussi toute l'année et surtout je me suis rendu compte qu'en fait en 2026 je serai encore étudiante, là je vais finir mes partiels, je vais avoir des partiels au mois de juin et je me dis mais c'est pas possible, je peux pas clôturer ma licence de philosophie et au même moment, à la même période de l'année organiser mon mariage, ça va faire trop d'un coup et je pourrais pas me consacrer autant que je voudrais. Donc en fait je me suis dit ok c'est vrai que c'est un peu long de 2023 jusqu'à 2027 mais on va repousser d'un an, même si ça fait longtemps qu'on est fiancés et que j'avais trop hâte, en fait les années passent tellement vite que c'est pas grave. Donc voilà, ça a été un choix qui était un peu difficile à faire parce que quand je l'ai décidé, on était encore en début d'année donc ça repoussait quand même dans 2 ans. Ça me paraissait super loin mais en fait je sais que ça va arriver très vite et finalement je me suis vraiment rendu compte que c'était pour le mieux. Donc voilà, que ce soit pour des projets personnels ou pour un projet tel qu'un mariage, je pense que se précipiter c'est pas toujours la bonne chose. C'est bien de savoir passer à l'action comme je l'ai fait par exemple en écrivant mon premier recueil de textes avec 2 amis, comme je l'ai fait en commençant à envoyer des emails, à commencer les démarches pour le mariage pour voir un petit peu et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment. Donc c'est important de passer à l'action, c'est important d'entamer des choses, c'est important de ne pas être en inertie, mais parfois c'est juste pas le bon moment pour un projet et c'est pas grave en fait. Donc je pense que c'est bien de savoir tout simplement prioriser. La deuxième grande leçon que j'ai apprise cette année, c'est que le système nerveux, c'est la clé de tout. Alors je sais qu'on entend beaucoup parler de régulation du système nerveux, il y a beaucoup de coachs et de thérapeutes qui se sont vraiment spécialisés là-dedans, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a un peu toute une vibe de marketing autour de ça qui, voilà, à la fois je trouve ça bien et en même temps ça me repousse un peu. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans le fond qui est très important, c'est qu'effectivement, le système nerveux et notre état nerveux, en fait, c'est ce qui va tellement avoir un impact énorme sur notre santé mentale et sur notre santé physique que je me suis rendu compte qu'en fait, quand
on était dérégulé à ce niveau-là, en fait ça impactait toutes les sphères de notre vie. Quand je parle de système nerveux, c'est un peu une vulgarisation facile pour parler globalement de tout ce qui va toucher en fait au niveau de stress, au rythme circadien, à l'équilibre global en fait de notre corps, de notre esprit. Et pour moi évidemment ce qui est au cœur de ça, c'est vraiment le statut de stress chronique, c'est la surstimulation, c'est le fait de ne pas respecter en fait les signaux de notre corps, c'est de ne pas respecter son rythme biologique, etc. Donc c'est un très gros sujet, donc je vais pas trop rentrer dans les détails là-dedans, mais en fait je me suis rendu compte que du coup l'ennemi numéro 1, le truc à combattre en priorité dans sa vie, c'est vraiment le stress. Le stress chronique, c'est vraiment ce qui déséquilibre tout dans notre corps, dans notre esprit. Et évidemment, je m'en suis vraiment rendu compte avec le burn-out, mais aussi cette année particulièrement, tout simplement parce que il y a eu plusieurs événements, dont à nouveau une période de surmenage et certains chocs émotionnels que j'ai vécu cette année, qui ont redéclenché de l'anxiété. Et cette anxiété, elle est vraiment devenue chronique chez moi. Elle a déréglé mon sommeil, elle a déréglé mes émotions, elle m'a refait plonger dans des grosses phases de fatigue et de surmenage, tout simplement parce que j'ai jamais eu l'espace en fait de me poser et de laisser cette anxiété redescendre. Je pense que cette anxiété aurait peut-être pu durer 2 ou 3 semaines si j'avais eu plus de temps de repos, mais là en l'occurrence tout s'est tellement enchaîné ces derniers mois qu'en fait l'anxiété s'est juste installée et ça m'a fait prendre conscience des dommages et des dégâts que ça fait, parce que du coup j'ai l'impression d'avoir régressé sur plein d'aspects de ma vie et de ma santé ces derniers mois. Il y a plein de choses qui sont pires qu'elles ne l'étaient avant, j'ai limite eu l'impression de refrôler le burn-out récemment, et je sais que j'aurais pu survivre au même niveau d'intensité si j'avais pas eu ce stress en sous-jacent. En fait, c'est pas tant la quantité de choses qu'on fait, c'est pas les efforts qu'on met dans notre quotidien, c'est pas notre niveau d'occupation qui fait vraiment le surmenage, c'est surtout le niveau de stress qui surcouche en fait tout ça. Et en fait, on s'épuise 10 fois plus en faisant des choses en étant stressé qu'en étant avec un système nerveux bien régulé, avec un bon équilibre général dans notre corps et dans notre cerveau. Et tout ça, c'est pas juste des trucs psychologiques, c'est vraiment au niveau biologique, c'est au niveau hormonal, c'est au niveau de notre corps, parce que en fait, quand on s'intéresse un petit peu au fonctionnement du cortisol, au fonctionnement des surrénales, etc. En fait, on comprend à quel point le stress est vraiment l'ennemi numéro 1 de notre santé. Et c'est pas que au niveau de la santé mentale, vraiment pas. En gros, vous pourrez avoir la meilleure alimentation, vous pouvez faire tout le sport que vous voulez, vous pouvez méditer tous les jours, vous pouvez avoir la vie la plus équilibrée possible. Si vous avez un stress chronique sur lequel vous n'arrivez pas à travailler, ou une anxiété, ou un trouble anxieux que vous ignorez, en fait, tous les efforts que vous faites pour votre santé ne servent à rien, parce que ce stress va vraiment brûler à petit feu tous les efforts que vous mettez pour être en bonne santé. Et en tant que personne qui souffre d'une maladie qui affecte mon système nerveux autonome, en fait je me rends compte que c'est bien au-delà juste de l'aspect psychologique et émotionnel, parce que le système nerveux autonome, c'est ce qui va contrôler toutes nos fonctions, toutes les fonctions automatiques du corps, donc le rythme cardiaque, la tension, la respiration, la sudation, la régulation thermique, etc. Et en fait c'est avec ce trouble, c'est à cause de ce trouble que j'ai pris conscience d'à quel point le mental et le corps sont liés, parce que je me suis vraiment rendu compte à quel point ma maladie, qui est d'origine physique, à la base ça vient d'un trouble du tissu conjonctif, va être complètement aggravée si j'ai vraiment des niveaux de stress élevés. Donc ça veut pas dire que la cause c'est uniquement le stress, la cause reste la maladie, mais que le stress va complètement aggraver mes maladies. La troisième leçon que j'ai apprise cette année, c'est que la liberté est à double tranchant. En fait, pour moi, la liberté ça a toujours été l'objectif absolu, ça a toujours été ma valeur principale, vraiment la liberté c'est ce à quoi j'aspire le plus dans la vie, et en fait je me suis rendu compte que la liberté, il n'y avait pas que du positif, comme dans tout en fait. Par exemple, le fait d'avoir trop de liberté, ça veut dire aussi avoir beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, et parfois trop de choix, ça a tendance à plus nous freiner qu'autre chose. En fait, parfois je me rends compte qu'un chemin tout tracé, c'est beaucoup plus facile d'avancer dessus que quand on a 36 chemins face à nous et qu'on doit sans arrêt faire des choix, peser le pour et le contre, etc. Ça déjà, je m'en étais un peu rendu compte quand je suis devenue indépendante, parce que je pensais que dès le moment où j'aurais fini mon master et que je serais indépendante et que je travaillerais à mon compte depuis chez moi, j'allais pouvoir faire tous les projets que je rêvais de faire depuis toujours, et finalement j'ai été beaucoup plus bloquée, j'ai été beaucoup moins efficace que quand j'avais beaucoup plus de contraintes, parce qu'en fait cette liberté avait tendance à me paralyser. C'était vraiment très compliqué d'organiser mes journées de A à Z, parce que tous les jours j'avais le poids du choix, je devais sans arrêt choisir comment prioriser, etc., quoi faire en premier, etc. Et en fait cette liberté finalement elle était quand même épuisante, parce que du coup il faut faire des choix en permanence, et je trouve que ça demande énormément d'énergie mentale de prioriser et de choisir chaque jour comment on s'organise. Alors que quand on a un cadre bien défini, certes on se sent moins libre, mais parfois ça aide en fait. Et je dis pas pour autant que ça veut dire que je dois être moins libre, etc. Mais je pense que c'est important d'en avoir conscience, parce que c'est quelque chose qu'on refuse de voir souvent. Du coup, qu'est-ce que je peux tirer de cette leçon ? C'est simplement le fait que quand j'ai trop de possibilités face à moi, ça rejoint un peu la première leçon, c'est important de peut-être éliminer certaines pistes pour le moment et de me focaliser sur certaines choses. D'accepter en fait que oui, j'ai la liberté de faire tout ça, mais je ne peux pas faire tout ça. Il faut que je choisisse et il faut que je me concentre sur certaines choses. Il faut en fait que, même si mon but c'est d'être libre,
je dois moi-même m'imposer un certain cadre parce que sinon je pars dans tous les sens, je gaspille mon énergie, je me perds, je procrastine. Et c'est tout particulièrement vrai quand on a un TDAH parce que je me rends compte qu'avec mon TDAH, le fait de choisir, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand j'ai 3 choses à faire, j'ai tendance à ne rien faire du tout parce que je suis paralysée. Alors que quand j'ai une seule chose, un seul focus, ça va super bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est en partie pour ça que j'ai beaucoup plus de facilité à étudier très peu de temps avant mes partiels, parce qu'avant mes partiels, c'est ma priorité absolue. Ça se discute pas, il n'y a pas à réfléchir en fait. Genre mes partiels sont dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai plus le choix, je ne dois faire que ça. Et ça m'enlève toute la liberté d'avoir ça ou ça ou ça ou ça. Et du coup, en fait, je suis beaucoup plus efficace parce que je me focalise sur une seule chose parce que j'ai plus le choix. C'est pour ça que je dis en fait la liberté, c'est pas forcément un cadeau. Et quand on a un TDAH, en fait, on a tendance à beaucoup plus avoir cette paralysie, cette dysfonction exécutive quand on a trop de possibilités face à nous. La 4e leçon, ça c'est plutôt une leçon du tout début d'année, mais c'est le fait que le people pleasing, c'est un défaut que j'ai eu toute ma vie. J'ai pris beaucoup de temps cette année à comprendre d'où ça venait. Ça a été pas mal de chocs émotionnels, de remontées dans mon enfance, dans mes schémas familiaux, etc. Mais j'ai compris à quel point le people pleasing m'enfermait dans des schémas répétitifs. J'ai compris à quel point ça ne m'amenait rien de bon dans ma vie, à quel point ça me poussait juste à m'épuiser, à me concentrer sur les mauvaises choses. Le fait d'être gentil, d'être juste, d'être bienveillant, ça n'a rien à voir avec le fait d'être people pleaser. Le people pleaser, en fait, il s'efface lui-même, en fait, il se sacrifie pour les autres. Et en fait, généralement, quand on le fait d'une manière un peu déséquilibrée, d'une manière un peu pour plaire à tout prix, justement, pour être sûr d'être une bonne personne, pour être sûr de ne pas être rejeté, c'est-à-dire quand c'est vraiment quelque chose qui est dirigé par des blessures qu'on a au fond de nous, en fait ça donne pas du tout le même résultat que quand on est simplement vraiment dans une bienveillance qui est mature, qui est volontaire, qui est choisie. Et souvent en fait on attend trop de reconnaissance, cette reconnaissance on ne l'a pas, et je sais pas, il y a un gros déséquilibre en fait dans les relations quand on a un comportement de people pleasing, que ce soit dans les relations amicales, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles aussi. On veut tout donner pour ses clients, en fait il y a une différence entre le people pleasing et le customer care, parce que le customer care, il y a vraiment un cadre, il y a vraiment des règles, il y a des limites, alors que le people pleasing, on a tendance à laisser envoler toutes les limites et à juste ignorer ses propres besoins. Et en fait, je pense sincèrement que quand on se respecte pas soi-même, on n'inspire pas le respect aux autres envers nous-mêmes. C'est-à-dire que du coup, si on ne se respecte pas, les gens ne nous respectent pas. Et pour moi, le people pleasing, souvent, c'est un manque de respect envers soi-même, et donc ça se retourne très souvent contre nous, et ça rend vraiment, vraiment très frustré, très malheureux. Et j'ai beaucoup été dans ce schéma au cours de ma vie, parce que j'avais pas une bonne dynamique avec les autres. Et en fait, en faisant vraiment un gros travail thérapeutique et en essayant de comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça m'a permis en fait de démêler un petit peu mon fonctionnement, et je me suis rendu compte que ça m'a aidé à vraiment plus m'affirmer cette année, à poser beaucoup mieux mes limites, et qu'en faisant ça, finalement les choses étaient beaucoup plus fluides, je m'épuisais moins, et ça m'a quand même enlevé énormément de stress. La 5e leçon que j'ai apprise cette année, c'est qu'on ne règle pas tous les problèmes de sa vie en quelques semaines ou en quelques mois. Ça fait des années et des années que je fais de la thérapie, et là par exemple je viens de vous citer un problème dans lequel j'ai creusé seulement maintenant, alors que ça fait des années que je vois des psys, ça fait des années que je fais du shadow work, des exercices thérapeutiques, que ce soit par moi-même ou avec un thérapeute. Je travaille énormément sur moi, mais en fait, je crois qu'il me faudra toute ma vie pour régler absolument tout, et je ne réglerai jamais absolument tout, parce qu'en fait, il y a toujours des choses qui vont remonter, il y a toujours des choses qu'on aura cru régler, et finalement qui vont remonter à la surface à certains moments. En fait, on guérit pas comme ça en un claquement de doigts. En fait, au plus on avance dans notre chemin de guérison, dans notre chemin thérapeutique, au plus on se rend compte de la quantité de choses sur lesquelles il faut travailler, et ça peut être un peu vertigineux, ça peut être un peu anxiogène, mais le principal en fait c'est juste d'avancer, c'est d'avancer à son rythme, et je pense aussi qu'on peut pas avancer sur tout n'importe quand. Je sais qu'il y a certaines choses de notre vie qu'on n'est pas prêt à travailler. Par exemple, moi j'ai voulu faire de l'EMDR pour tous les traumas que j'ai de mon enfance, mais je l'ai pas fait parce que j'en ai beaucoup parlé avec mes psys quand j'étais en plein burn-out, et je me dis mais là je suis en burn-out, je crois que c'est pas le moment d'aller creuser dans mon passé, dans mes traumas, etc. et d'essayer de régler ça maintenant, parce que je suis déjà en plein travail thérapeutique dans mon présent sur des problèmes actuels. Alors bien sûr que si je faisais ce travail sur mon passé, j'aurais sûrement moins de problèmes dans mon présent, évidemment que les deux sont liés, mais comme je le disais en début de vidéo, on peut pas être sur tous les fronts en même temps, et ce travail de MDR, j'aimerais bien le faire, c'est quelque chose auquel je réfléchis toujours, mais je pense que ça sert à rien de le faire quand on est en plein surmenage, typiquement, parce que le surmenage, c'est quand notre présent prend déjà toute la place. Donc on n'a pas envie de se rajouter des problèmes du passé au milieu de ce chaos. Il vaut mieux déjà mettre un peu d'ordre dans sa vie présente, avoir de l'espace pour se reposer, de l'espace pour intégrer, parce qu'en fait je pense que si on fait de la thérapie intensive ou de l'EMDR ou ce genre de trucs, des thérapies brèves, mais qu'à côté de ça on a un quotidien complètement sans dessus dessous, qu'on est tout le temps occupé, mais en fait on va juste pas intégrer tout ce qu'on a travaillé. Donc en fait ce sera un peu du travail dans le vent, c'est de l'argent, du temps, de l'énergie gaspillée, parce que si on n'a pas des temps d'intégration, tout le travail qu'on fait pour moi il sert à
à rien en fait. On peut vivre toutes les expériences du monde, si on ne prend pas le temps d'intégrer, si on ne prend pas un temps pour comprendre ce qui se passe en nous, pour comprendre comment ça nous impacte, pour vraiment faire cette réflexion en fait sur notre parcours, bah en fait juste il se passe rien en fait, genre l'intégration c'est la partie la plus importante, c'est pas la plus fun, c'est pas la plus excitante, c'est celle où on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait après quelques semaines ou quelques jours, on se rend compte vraiment du travail d'intégration qu'on a fait. La 6e leçon de cette année pour moi, ça a été l'importance d'un diagnostic. Alors que ce soit un diagnostic au niveau des neuroatypies, que ce soit l'autisme, le TDAH, etc. Dans mon cas c'est le TDAH, que ce soit les diagnostics de pathologies physiques, quel que soit leur degré, que ce soit des maladies graves ou des maladies peut-être moins invalidantes mais qui permettent au moins de mettre un mot sur certains de nos symptômes, etc. En fait il y a des gens qui disent mais à quoi ça sert, de toute façon c'est juste un diagnostic, de toute façon ça se soigne pas, donc ça va juste te mettre dans une case, ça va juste poser une étiquette de plus, et c'est quelque chose je pense que les gens peuvent ressentir d'autant plus chez les personnes qui ont beaucoup de diagnostics, comme c'est mon cas, parce que généralement quand on a une pathologie, qu'elle soit mentale, physique, ou qu'on a un trouble neurodéveloppemental, de la neuroatypie, etc., en fait souvent ça va avec des comorbidités, donc généralement quand on commence à avoir un ou deux diagnostics, il y en a plein d'autres qui arrivent, et je pense que ça peut être un peu bizarre de l'extérieur pour les personnes qui ne connaissent pas ça, de se dire mais pourquoi elles collectionnent les diagnostics comme ça, comment c'est possible. En fait c'est le principe des comorbidités, donc il y a une logique biologique derrière, mais il y a des gens qui me disent ouais mais au final si je suis si sûre d'être TDAH, au final qu'est-ce que ça va m'apporter qu'on me le dise, et en fait ces gens-là je leur explique toujours mais fais-le quand même, parce que en fait tu te sentiras jamais totalement légitime tant que tu n'auras pas un vrai professionnel de santé qui te l'aura dit, même si au fond de toi tu le sais déjà, parce que souvent quand on a vraiment un diagnostic on le sent avant d'avoir la réponse. Bon, le sujet de l'autodiagnostic c'est un gros sujet aussi, il y a aussi beaucoup l'effet Barnum, il y a aussi beaucoup de problématiques par rapport à ça sur les réseaux sociaux, mais bon en tout cas je pense quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui devinent un peu leur diag avant qu'il soit confirmé médicalement et qui vont consulter justement à cause d'une suspicion à la base. Et ce truc de finalement si je suis si sûre de moi, pourquoi est-ce que je vais m'entamer des démarches comme ça, en fait je pense que ça change vraiment tout, parce que quand on est vraiment sûr à 100% qu'il n'y a plus du tout de doute, on va vraiment s'investir en fait dans la compréhension de notre pathologie ou de notre trouble. Tant qu'on n'a pas le vrai diagnostic, en fait on va juste le considérer plus ou moins comme une hypothèse, comme une possibilité, on va plus ou moins se considérer comme tel, mais en fait on va jamais plonger vraiment dans le sujet pour vraiment comprendre comment ça marche. Et je me rends compte en fait que par exemple le TDAH, depuis que j'ai mon diagnostic, j'ai appris tellement de choses sur mon fonctionnement, j'ai tellement compris de choses qu'aujourd'hui je vis beaucoup mieux en fait avec certains schémas qui étaient tout le temps répétitifs dans ma vie, des problématiques qui revenaient tout le temps. J'ai compris qu'en fait je pouvais pas les traiter normalement parce que tout simplement mon fonctionnement n'était pas normal, et j'ai dû adapter en fait ma manière de gérer certains problèmes en prenant en compte mon TDAH par exemple. Et ça va aussi pour les diagnostics des pathologies physiques, par exemple le syndrome d'Ehlers-Danlos, j'étais absolument certaine que c'était ça que j'avais, mais le fait qu'un médecin me le confirme, ça m'a enlevé un poids énorme, ça m'a permis enfin de dire ok mon errance médicale elle est finie, ça m'a permis de vraiment pouvoir m'investir à comprendre mon diagnostic, d'avoir une vraie reconnaissance, parce que quand je voyais d'autres médecins et que je leur disais voilà j'ai telle pathologie, je voyais qu'en fait ils le prenaient en compte complètement et qu'il y avait une meilleure compréhension, que le dialogue était plus fluide, que quand j'étais dans le flou complet et que j'avais juste toute une panoplie de symptômes que j'arrivais pas trop à comprendre. Et donc vraiment là avec le diagnostic que j'ai eu en ce début d'année, bon, le diagnostic du TDAH c'était il y a plusieurs années, mais en tout cas pour ce qui est du diagnostic d'Ehlers-Danlos, ça a été vraiment un truc qui a changé ma vie cette année. Ça a mis fin à des années et des années d'errance médicale. Et il y a des personnes qui m'ont dit oui mais j'ai l'impression que depuis que t'as eu ton diag, j'ai l'impression limite que ta maladie elle est beaucoup plus visible, qu'elle est plus marquée, donc est-ce que finalement ça pourrait pas t'influencer négativement d'avoir cette étiquette? Et en fait non, c'est juste qu'avant j'en parlais pas parce que je savais même pas que c'était pas normal. Il y a des choses je pensais que tout le monde ressentait, et c'est parce que j'ai eu mon diagnostic que je me suis rendu compte que non en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient pas normales, mais comme c'est une maladie que j'ai de naissance, mais en fait je sais pas ce que c'est d'avoir un corps normal, donc j'en parlais pas parce que je savais pas que ça c'était un symptôme, je savais pas que ça c'était anormal, et du coup forcément aujourd'hui j'en parle beaucoup plus facilement, et du coup ça peut prendre beaucoup plus de place dans ma vie. Mais c'est pas le diagnostic qui a fait empirer mon état, c'est juste qu'aujourd'hui je sais mieux comment me soigner, je sais que quand j'ai telle ou telle douleur, mettre parfois des attelles ou faire de la kiné ça va m'aider, alors qu'avant je subissais juste la douleur. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça qui ont vraiment changé dans ma vie. Ensuite numéro 7, c'est très lié au point précédent vu que j'ai une maladie des tissus conjonctifs et c'est très en rapport avec ça. Je me suis rendu compte à quel point le sport et le mouvement c'était essentiel. C'est vraiment quelque chose qui change tout, et notamment parce que je me suis rendu compte que si mon syndrome d'Ehlers-Danlos aujourd'hui est beaucoup plus présent qu'avant, donc c'est la maladie des tissus conjonctifs que j'ai, si il est devenu beaucoup plus invalidant ces dernières années, c'est parce que suite à mon burn-out, je me suis beaucoup déconditionnée physiquement, j'ai perdu 10 à 12 kilos d'un coup, donc j'ai tous mes muscles ont fondu, et en fait c'est à cause de ça que ma maladie est devenue vraiment très invalidante, parce que tout simplement mes muscles c'était ce qui me protégeait en fait, c'est ce qui protégeait mes articulations, malgré mon hyperlaxité, malgré tous les problèmes liés à mes tissus conjonctifs. Et en fait dès le moment où j'ai perdu en fait mes muscles à cause du burn-out et du déconditionnement, en fait tout s'est aggravé hyper vite. J'ai commencé à vraiment avoir des tendinites à répétition alors qu'avant ça restait quand même occasionnel. J'ai commencé vraiment à avoir des problèmes de contracture musculaire
hyper douloureuse quasiment tout le temps. Et je me suis rendu compte à quel point le sport pouvait vraiment aider dans ce genre de pathologie. Ce qui est pas facile parce que qui dit maladie chronique dit aussi fatigue chronique. Donc faire du sport quand on est épuisé tout le temps, c'est vraiment difficile. Et du coup, cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris le sport en salle en avril et j'ai arrêté en octobre. J'ai pas arrêté définitivement, mais en fait, j'ai eu un énorme crash de fatigue où là, pour le coup, c'était juste pas possible. Donc oui, il faut faire avec. C'est pas parce que c'est essentiel que ça veut dire que ce sera facile. Je sais que dans ma vie, j'aurai des périodes où j'y arriverai bien et des périodes où juste ce sera pas du tout possible. Donc j'essaie de compenser en continuant un peu le yoga à la maison, des sports plus doux. J'essaie vraiment d'adapter ma pratique sportive à mon niveau d'énergie, mais c'est pas évident. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu que le sport m'apportait énormément de positif. Pendant les quelques mois où j'en ai fait cette année, ça m'a fait un bien fou. Et j'espère vraiment que dès que ma période un peu de surmenage avec les partiels qui approchent en janvier, etc., dès que tout ça sera passé et que j'aurai un peu récupéré au niveau physique et au niveau de mon stress, etc., j'ai vraiment envie de reprendre le sport parce que ça a vraiment changé ma vie cette année. Et c'est pas parce que là j'ai eu besoin d'une pause de quelques mois que je compte arrêter, bien au contraire, parce que je vois vraiment la différence quand j'en fais et quand je n'en fais pas. Donc voilà, ça faisait des années que j'avais plus été en salle de sport, je crois depuis le Covid, même si j'ai fait quand même du sport à la maison, etc. Enfin voilà, j'ai pas été inactive toutes ces années, mais clairement le sport en salle ça implique une vraie routine, ça implique un vrai engagement, et moi c'est quelque chose qui me correspond. Donc voilà, ça m'a fait prendre conscience à quel point ça a changé complètement la vie d'avoir une vraie activité sportive. Ensuite, la 8e leçon de mon année 2025, c'est le fait que c'est pas parce qu'on condamne la positivité toxique, c'est pas parce qu'on dit attention, il faut pas être dans le plus, positivité, surtout moi qui parle beaucoup de shadow work, de travail de l'ombre, etc. Forcément que moi la positivité à tout prix c'est quelque chose que j'ai tendance à fuir, mais en fait je me suis rendu compte que la positivité n'était pas systématiquement toxique. Oui, il y a de la positivité toxique, beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans certains modes de pensée, dans certaines façons de penser qui ont tendance plutôt à enterrer les problèmes qu'on ne veut pas voir et faire passer ça pour de la positivité et un bon mindset, etc. Ça, c'est quelque chose que je déteste, honnêtement, ça ne changera pas. J'ai pris conscience de tous ces schémas-là et je sais pas pour retomber dedans, je ne retomberai jamais dedans, je suis un peu devenue allergique. Mais pour autant, il faut pas rejeter complètement tout ce qu'il y a dans la pensée positive, en fait. Je me suis quand même rendu compte que y a certaines choses de la pensée positive qui fonctionnent, mais dans une certaine mesure. En fait, tout est à prendre avec des pincettes et encore une fois, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, tout est en fait dans une certaine mesure. Par exemple, il y a eu un moment cette année où je me sentais un peu vide, j'avais pas le moral, mais j'avais pas un gros problème, j'avais pas quelque chose de difficile à vivre en ce moment, à part juste, bon, évidemment, ma santé, etc. Mais c'était un moment de mon année où ça allait à peu près, mais juste j'avais un petit down niveau moral et je pense que c'était un peu physiologique avec l'arrivée de l'automne, etc. Et je me suis quand même rendu compte qu'en fait, de me forcer à être souriante, de me forcer à dire des trucs positifs, même si au début je les pensais pas trop, d'essayer de me forcer à avoir une attitude positive parce que je sentais que c'était juste la chimie de mon cerveau qui déconnait un peu à cause du manque de lumière, etc. Je me disais, je pense que là-dessus je peux avoir un certain contrôle, et en fait ça a fonctionné. En fait j'ai réussi à remonter un peu mon humeur juste en appliquant un peu ces trucs de pensée positive qui paraissent hyper clichés. Pourquoi je dis ça avec des extrêmes pincettes? C'est parce que si j'avais eu un vrai problème à ce moment-là, et ça a été le cas d'ailleurs quelques jours après cet épisode où vraiment là j'ai eu un gros cataclysme dans ma vie qui a été très compliqué, là ça marchait pas du tout et j'ai même pas essayé, je le savais, positiver sur des gros problèmes, ça n'aide pas. Par contre, positiver simplement quand on a un petit coup de mou, qui a pas vraiment de justification, simplement juste voilà, c'est un peu les up and down de la vie, que ce soit par du journaling, que ce soit par des affirmations, que ce soit en méditant, etc. Je pense qu'il y a certaines choses dans la pensée positive en fait qui peuvent fonctionner, mais c'est juste que ça a une marge d'effet qui est limitée, qui s'applique seulement dans certaines circonstances, mais c'est pas parce qu'on a pris conscience des dérives, de la positivité toxique et du dev perso qu'il faut rejeter en bloc tout ce qui touche à la pensée positive. Dans certains moments, en fait, ça peut faire du bien, ça peut aider, et je pense qu'aussi tout ce qui est journaux de gratitude et tous ces trucs là, le fait de chercher un peu le positif dans les journées même si ça va pas trop, etc., je trouve que c'est quand même quelque chose de bien et il faut vraiment pas rejeter tout ça en bloc. Ensuite, 9e leçon de mon année, et ça a été très très dur à intégrer, c'est le fait que la fatigue n'est pas mon ennemi. Alors oui, c'est super bizarre parce que la fatigue c'est ce qui me bloque le plus dans ma vie, c'est ce que, depuis que je suis petite en fait, s'il me disait toujours mais si je pouvais avoir une lampe magique et avoir un génie, mon seul vœu ce ne serait de ne plus être fatiguée tous les jours. Ce qui déjà est quand même un petit peu bizarre parce que ça montre quand même que j'ai une fatigue chronique extrême depuis que je suis très jeune, mais encore une fois je croyais que c'était normal, j'avais pas compris que j'avais des maladies chroniques qui justifiaient cet épuisement tout le temps. Donc oui, ma fatigue c'est quelque chose d'hyper invalidant, c'est quelque chose qui est horrible à vivre, mais je considère que c'est plus une ennemie, dans le sens où aujourd'hui je la considère simplement comme un indicateur. Alors oui, je suis plus fatiguée que la moyenne des gens. Oui, je souffre d'une extrême fatigue chronique à cause de mes pathologies, à cause de mon TDAH et de plein d'autres choses, de mon anxiété chronique. Enfin, il y a plein de choses qui justifient cet épuisement chronique que j'ai depuis toute petite, mais c'est pas parce que c'est injuste, c'est pas parce que c'est dur à vivre, c'est pas parce que voilà tout ça que je dois vraiment la détester, parce qu'en fait je dois la voir comme simplement un indicateur. Donc oui, j'ai moins de ressources, oui je suis plus vite fatiguée, mais pour autant c'est pas grave, quand je ressens cette fatigue, c'est un signal de mon corps
et ce signal, je dois l'écouter. Et le fait de voir la fatigue simplement comme un messager de mon corps, comme un signal à écouter, et plus comme un truc qui me pourrit la vie et que je déteste et qui me frustre en fait, bah ça me fatigue moins du coup forcément, parce que quand on lutte contre quelque chose en permanence, bah, on s'épuise beaucoup plus que si juste on accepte. Et du coup bah oui, je me repose beaucoup plus, et oui parfois je suis hyper frustrée parce que j'ai envie de faire plein de choses mais je peux pas parce que mon corps il me dit non. Mais forcément je me rends compte que bah, ça me change la vie complètement d'être plus à l'écoute de mon corps par rapport à ça et de pas lutter contre en fait. Bah s'il faut que je me repose maintenant, je préfère le faire maintenant plutôt que ce soit vraiment forcé à un moment où ça m'arrange pas. J'essaie d'adapter ma vie à ma fatigue plutôt que d'adapter ma fatigue à ma vie parce que c'est pas possible en fait. Et enfin la dixième leçon de mon année 2025, ça a été que quand on croit vraiment très 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 fort en quelque chose, on peut vraiment réaliser l'impossible. En fait, je trouve que le mental a un pouvoir exceptionnel. Et je parle pas de magie, de loi de l'attraction, de dire si je veux ça, il va se passer ça. Je parle pas de choses qu'on attire, je parle de choses qu'on fait. Je pense vraiment que quand on est extrêmement déterminé, quand on veut vraiment quelque chose, on peut le faire. Et je le sais parce que, je vous expliquerai dans une vidéo bientôt en début d'année, j'ai vécu une journée très très intense au mois de mai où je m'étais donné un objectif qui me tenait vraiment 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 à cœur, mais c'était un acte désespéré, enfin vraiment c'était très très intense et ça paraissait impossible, et tout le monde, toute la journée, tout le monde me disait c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, mais c'était impossible pour moi d'abandonner, j'avais pas le choix en fait, genre juste en mon cœur, il n'y avait pas la possibilité d'abandonner, et je m'étais donné vraiment une deadline, et vraiment le miracle s'est produit, genre vraiment, c'est pas un miracle dans le sens où c'est tombé du ciel, parce que j'ai tapé à toutes les portes, j'ai vraiment essayé de faire tout ce que j'avais en ma capacité d'action pour que ça se produise, mais en fait j'ai tellement tout donné que ça a fonctionné. Et c'est un peu bizarre de dire ça sans préciser ce que c'est exactement, mais parce que c'est tellement une belle histoire que je vais vous la partager bientôt en vidéo. Je devais le faire depuis le mois de mai, mais cette année a été ce qu'elle a été avec toute son intensité et voilà. Mais là c'était à l'échelle d'une journée, mais je me rends compte aussi sur des échelles bien plus grandes que ça fonctionne. Et je pense notamment à ma licence de philosophie, parce que quand je l'ai commencé, j'ai voulu abandonner plein de fois. Ça me paraissait impossible de reprendre une licence à distance, d'aller passer des partiels, de me retrouver sur les bancs de la fac, alors que j'ai fini mes études il y a 5 ans, enfin à l'époque c'était il y a 3 ans, de me lancer dans une licence alors que j'étais indépendante, que je venais de faire un burn-out, que, enfin voilà, c'était déjà tellement chaotique dans ma vie, je me disais mais dans quoi je m'embarque, pourquoi je m'inflige ça en plus, et des fois j'ai eu des grosses périodes de doute et ça me paraissait mais insurmontable, mais au fond de moi c'était quelque chose dont j'avais vraiment envie, c'était quelque chose en quoi je croyais et je savais que j'en avais les capacités. Mais là je termine mon 5e semestre, il me reste plus que le 6e et j'aurais terminé ma licence de philo à distance, et c'est passé tellement vite, et finalement bah, je me suis rendu compte chaque année qui passait à quel point j'allais y arriver en fait, je le sentais. C'était dur au début, mais au plus j'approchais de la fin et au plus je me suis rendu compte que bah c'est bon, là je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout. Et je me dis mais c'est un truc de fou, parce que si j'avais imaginé ça un an avant, ça m'aurait paru complètement impossible, et finalement il fallait juste enclencher l'action, et j'ai réussi avec la force de mon mental, avec ma volonté. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que quand on croit vraiment très très fort en quelque chose, quand on a vraiment envie que quelque chose se réalise, en fait on s'en donne les moyens tout simplement. Et c'est un peu bizarre parce que ça paraît logique, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment pas se sous-estimer, il faut pas sous-estimer ses capacités. Comme je l'ai dit, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut tout faire en même temps, qu'il faut se surmener, etc. Parce qu'il y a un temps, il y a un bon timing pour tout. À la base, je voulais reprendre des études dès que j'avais fini mon master, genre en 2021, et c'était pas le bon moment et je l'ai pas fait à ce moment-là. Mais finalement, je l'ai fait en 2023, donc c'était juste 2 ans plus tard. Et encore une fois, il y a cette notion de, il y a un bon timing pour tout. Et quand on se lance, quand on sent que c'est le bon moment et qu'on y croit vraiment et qu'on veut vraiment aller au bout des choses, bah, je pense qu'on a vraiment des ressources qu'on ne soupçonne pas soi-même. Et ça peut vraiment créer des très très belles histoires. Donc voilà, je voulais simplement vous dire, ne sous-estimez pas la puissance de votre mental, même s'il y a des moments où c'est difficile, même s'il y a des moments où on se sent plus bactère, il y a aussi des moments où on est capable d'accomplir des très grandes choses, et c'est ce qui rend la vie assez magique, je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de vous en dire plus, mais en tout cas, je pense que c'est 10 assez belles leçons que j'ai retenues de cette année. J'espère que ça vous parlera, j'espère peut-être que ça fera écho, et pourquoi pas que ça vous aidera aussi. N'hésitez pas à me partager un peu votre plus grande leçon de 2025, ou plusieurs si vous avez envie d'en partager, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et sur ce, je vais vous souhaiter un très bon réveillon, et surtout une très belle année 2026. À très bientôt.